Hop. Bon, déjà, bonsoir Sonia Chalam. Bonsoir. Merci d'être avec nous donc, pour cette interview qui conclut donc l'autoprod du mois. Première autoprod du mois pour laquelle nous avons donc choisi à la Maison du Film de sélectionner ton film Affirmative Action. Voilà, donc on profite de ce moment en ce jour un peu particulier de veille de reconfinement pour donc prendre des questions des personnes qui ont pu s'inscrire et voir le film. En attendant qu'elles arrivent, évidemment, on ne s'attend pas à ce que tout soit prêt dès maintenant. Moi, j'en ai préparé quelques-unes. Je pense que la première qui peut être la plus intéressante par rapport à notre dispositif, donc le film est évidemment une autoproduction. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as produit ce film, donc sur le temps que ça a pris, le contexte du casting, du tournage, etc. Alors, là, on est en 2020. La première fois que j'ai commencé à écrire ce film, une première mouture en 2015. Donc, ça fait longtemps. Entre-temps, je travaillais moi déjà sur un projet de court-métrage qui ne s'est pas fait. Donc, je l'ai écrit, je l'ai laissé de côté. Un an plus tard, je l'ai ressorti des cartons. J'ai fini d'écrire donc en 2016. Et je me suis lancée en autoprod. Ma première étape, c'était de chercher des acteurs. Parce que comme ce que je disais, pour moi, c'est ce que je connais le mieux et que j'avais instinctivement, je me suis tournée vers les acteurs. Donc, il y a certains acteurs qui étaient des acteurs de mon cours de théâtre, tout simplement, et d'autres pour lesquels j'avais quand même une idée assez précise de ce que je voulais. Et j'ai été les chercher très précisément un par un. Il y en a certains pour lesquels j'ai fait toutes les agences de Paris, les unes après les autres, trouver la personne, c'est le cas par exemple de Tasnim Jamnaoui qui joue le rôle de Cyril. Pour d'autres, j'ai dû, pour un ou deux, j'ai passé des annonces. Mais ouais, la première étape pour moi c'était le casting. Et une fois que j'ai eu le casting, j'ai un peu joué au petit pousset. Ça se fait par 5000 feuilles, ça se fait par couche. D'abord j'ai eu le casting, après j'ai commencé à chercher les décors, après les techniciens, et du coup ça fait un effet boule de neige, les choses se construisent comme ça. Bien sûr. Affirmative Action, donc c'est un film d'anticipation qui traite en plus d'un sujet de société. Donc du coup, ce qui me semblait pertinent d'aborder aussi plus en profondeur par rapport à la proposition cinématographique, c'est déjà donc le genre dans lequel il s'inscrit, l'anticipation, la science-fiction. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à te diriger plus vers ce choix-là pour traiter ton sujet? Alors, c'est pas intellectuel comme processus. Un jour, j'ai eu une idée, tout simplement. J'ai imaginé très spontanément, j'ai eu cette vision d'une femme dans une pièce un peu d'interrogatoire avec un miroir sans teint, à qui on proposait de changer de couleur de peau. Okay. Et j'ai eu cette idée-là qui a apparu spontanément, et sur cette base-là, j'ai commencé à réfléchir parce que je trouvais que l'idée était intéressante. Et j'ai commencé un peu à fouiller pour voir d'abord si l'idée m'intéressait suffisamment pour en faire un film, parce que quand on a une idée, c'est agréable, mais quand on fait un film, c'est différent parce qu'on sait qu'on va rester très longtemps avec cette problématique-là. Et l'idée me plaisait bien, et je voyais que j'arrivais quand même à développer des choses autour de ça. Donc, à la base, je n'ai pas une prédisposition pour la science-fiction. Enfin, je ne pense pas, je ne me suis pas mentalement dit je vais faire un film de SF, je vais faire un film d'anticipation. C'est juste que j'ai eu cette idée-là qui me plaisait bien, que j'ai commencé à développer d'un point de vue purement scénaristique, et voyant que j'arrivais à en tirer quelque chose et que organiquement ça marchait bien. Donc, j'ai décidé de continuer. D'accord. Par rapport à ça, est-ce que tu as eu des références du coup auxquelles tu t'es raccroché pour la manière plutôt, non pas de l'écrire, mais de le mettre en scène ou de le réaliser, le film? Il y a des codes du genre, il y a quand même des codes du genre à respecter. J'ai essayé, notamment dans les décors, il y a les codes du genre et il y a aussi une nécessité financière. Enfin, je n'avais pas de budget, j'avais un peu de budget déco et je n'avais pas de budget accessoire du tout. Donc, il y a une nécessité qui est quand même très pratique. Donc, c'était de trouver des décors qui étaient clés en main. Mais oui, il y a clairement une démarche
visuel, de respecter au niveau des effets spéciaux, au niveau des décors, de respecter tous les codes de la science-fiction. D'accord, ok. Pour prolonger et peut-être un peu finir là-dessus, sur comment dire, la fabrication formelle du film, comment est-ce que s'est déroulée l'écriture? Tu me disais que donc, tu étais parti d'une idée de base qui t'a naturellement mené vers l'anticipation pour comment dire, la développer. Comment est-ce que tu décrirais justement ce parcours d'écriture-là? Cette même réécriture, souvent, c'est un peu le cas pour un scénario. Complètement. C'est beaucoup de réécriture par contre. D'accord. Alors, d'abord, voilà, l'idée m'a plu. J'ai commencé à imaginer d'autres personnages et à voir assez rapidement, c'est devenu une famille quand même. Je voyais bien que je n'étais pas toute seule et qu'il y avait une famille autour. Et je me suis posée, j'ai essayé de voir si, essentiellement, scénaristiquement parlant, j'arrivais à créer de la tension, tout simplement. Après, c'est du travail de scénariste pur. C'est vraiment se poser, s'asseoir, créer des personnages, créer une densité, créer une histoire pour chacun, un arc pour chacun. Et c'est vraiment des temps d'écriture et des temps de repos, entre guillemets. C'est vraiment, c'est de l'alternance. J'écris en étant la plus rigoureuse possible. Je laisse reposer, puis j'y reviens. Et là, c'est vraiment dans un processus, je vais dire laborieux, mais c'est vraiment de la scénarisation pure et dure. Ok, d'accord. Pour aborder plutôt le côté, le sujet en fait, du film, le thème, on va peut-être se rapprocher un tout petit peu du micro. J'en profite, effectivement, on me le dit dans l'oreillette pour vous inviter à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas, on ne se limite surtout pas à celles qu'on a préparées. Le but, c'est que vous puissiez interagir avec Sonia et lui poser des questions sur son film. Donc pour le côté pour l'aspect du sujet et du thème, il est assez fort, il est social, il est politique. Il y a un terme qui revient beaucoup ces derniers temps, que ce soit dans les différents médias, à la télé, dans la bouche même de certains hommes politiques, et qui, moi, m'ont beaucoup fait écho avec le film en le voyant préparer cette interview, c'est le mot séparatisme. C'est-à-dire le rapport que l'administration dans Affirmative Action peut avoir avec cette famille, c'est comme si c'était le dernier grain de sable dans les rouages de leur grande machine dans laquelle ils commencent à uniformiser le pays dans lequel ils se trouvent. Qu'est-ce que toi, ce terme-là peut t'évoquer dans le contexte du film, bien sûr, par rapport à cette espèce de famille qui tout d'un coup refuse cette systématisation et cette mise en route de cette espèce de programme qu'est Affirmative Action? Je ne sais pas si le terme séparatisme, ça s'applique à mon film. Enfin, si c'est pertinent dans le cadre de mon film. Je ne sais pas ce qu'on entend par séparatisme actuellement. Oui, ça a l'air d'être un genre de boulgi-boulga. C'est pas très clair non plus. Mais dans le cas du film, c'est des gens... ça parle d'identité au sens large. C'est des gens qui, quelque part, ne veulent pas perdre ce qu'ils sont pour pouvoir s'intégrer, mais pour pouvoir vivre tout simplement. Et je pense que ça peut parler... là, on parle de la race, mais ça peut parler ça parle à plein de niveaux. C'est jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à faire qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier personnellement pour s'intégrer. Et je pense que c'est une problématique qu'on a tous, qu'on a au quotidien, qu'on a dans les rapports humains, qu'on a dans les rapports amicaux, qu'on peut avoir dans le rapport du couple. Qu'est-ce qu'on est prêt à retirer de soi-même pour pouvoir être accepté. Et je pense que pour moi, la problématique, elle est sur l'identité, mais l'identité au sens très large. Au sens large, ok. Là-dessus, par rapport à la fin du film, oui. Elle se termine assez mal pour le seul personnage qui a accepté la proposition qui a accepté le programme, en fait, qui a participé au programme. Qu'est-ce que tu as imaginé, toi, pour la suite du parcours des personnages de la famille? Est-ce que tu es aussi pessimiste pour eux? Comment est-ce que tu t'es projeté sur cette fin? Pour on parle d'un séquel, d'une suite de films? Non, pas forcément de la suite, mais simplement juste
ce que cette fin raconte, bon, pour le personnage qui est concerné, en l'occurrence, c'est assez clair, puisque le film se termine là-dessus, mais pour le reste pour la famille, est-ce que toi, tu t'envisages qu'elle puisse continuer cette lutte, ce refus de affirmative action? Est-ce que c'est plutôt le pessimisme qui l'emporte en pensant qu'elles vont finir elles aussi par s'y plier à ces règles-là? Comment est-ce que tu te projettes? Ça, faudrait l'écrire, ça. Okay. Il faudrait faire une suite, il faudrait que je me penche sur la question et que je prenne une décision scénaristique et que j'écrive. Mais enfin, une suite, pourquoi pas? Mais il faudrait que je... Ça, c'est vraiment, on est dans la décision scénaristique pure et dure. C'est des personnages, pour moi, je les ai arrêtés au... D'accord, je les ai arrêtés, c'est ça. Okay. J'ai pas... je pourrais vous dire ce que Madame Ramolino fait en ce moment. Enfin, là, pour le coup, il faut que je me pose et que j'écrive la suite, mais il n'y a rien de gravé dans le marbre. D'accord. Et du coup, la volonté de finir le film spécifiquement sur cet événement-là, c'était pour donner au film une note particulière, pour montrer l'horreur que ça pouvait amener. Pareil, c'est pas mental. Cette fin, elle n'est pas, d'un point de vue scénaristique, elle n'est pas commune, dans le sens où on pourrait dire que la fin du film, justement, s'arrête au moment où il quitte le centre. Ouais. Et du coup, non, je sais que scénaristiquement parlant, on l'a beaucoup dit, ça part dans autre chose. Moi, j'aime beaucoup cette fin. À titre personnel, mais c'est plus quelque chose qui m'est venu instinctivement. Quand je l'ai écrit, c'était assez évident. Ça faisait partie des choses qui étaient là dès le départ, auxquelles j'ai pas réfléchi, j'ai pas eu à réfléchir et à me poser pour me dire ok, c'est ça. C'est venu très spontanément. D'accord. Tu nous parlais d'une suite. Je ne dis pas que c'est ce que tu envisages, mais justement, j'en profite pour prendre une porte vers la suite. Dans ta présentation, tu mentionnais l'écriture d'un long métrage, l'écriture d'un court métrage. Comment est-ce que ça se passe? Pour savoir un peu. Alors, le long métrage, il est terminé. D'accord. Ça, je suis très contente. Ça n'a rien à voir. Le sujet et le thème sont très différents. C'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui se retrouvent, qui sont des amies d'enfance, qui se sont pas vues depuis très longtemps et qui se retrouvent à Londres pour le mariage de l'une d'entre elles. Et le court métrage, il est en écriture. Et quand je suis en écriture, je préfère finir avant d'en parler. Bien sûr, on parlait de réécriture tout à l'heure, donc ça risquerait de changer encore beaucoup, j'imagine. Et alors, pour ce qui est de Affirmative Action, une autoproduction, c'est jamais forcément facile à défendre en festival, face à des grosses productions soutenues, que ce soit par des institutions ou avec des fonds et des moyens autrement plus conséquents. Comment est-ce que tu abordes cette phase-là, toi, du film? Pour être honnête, c'est une phase que j'avais pas du tout, que je connaissais pas du tout. Autant je comprenais la logique d'aller présenter ces films en festival, établir une stratégie pour ça c'était quelque chose que je comprenais très bien. Autant j'avais pas, j'y étais avec beaucoup de naïveté, je pense. J'avais pas réfléchi à l'idée que sur un festival, il y avait 5000 films qui étaient présentés par festival et qu'il y avait 20 places. Et que c'est vrai qu'en autoproduction, on est noyé au milieu de milliers de films. J'y ai pas pensé. Et à un certain niveau, c'est pas plus mal parce que ça peut être très déprimant, c'est très dur. Le rejet est difficile. Là, moi, je l'exploite depuis avril 2019, ce film. Voilà, là, il a été pris à Los Angeles à Only Shorts cet été. Il était à Trouville en septembre dernier. Là, il est pris pour 2 festivals en novembre que je vais annoncer. Mais du coup, c'est quand même... il faut être presque prêt à avoir un peu le cœur brisé et être prêt au rejet aussi parce que ça arrive énormément. Enfin, moi, j'arrive à un stade où j'inscris mes films et j'y pense plus. Et pareil, je reçois des décisions de rejet. Elle passe à la trappe, mais je commence pas. Voilà. Mais au début, c'était pas comme ça. Au début, je le prenais beaucoup plus personnellement. Puis là, je suis beaucoup plus détachée. Ok. Est-ce que, parce qu'en plus, on est en particulier dans une période où les festivals s'annulent, beaucoup, ou se reportent, ou changent de forme, parfois sur Internet, parfois en vrai. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le présenter à une salle ou à un public. Oui, à Trouville l'année dernière, il était en compétition officielle et du coup j'ai pu le projeter là-bas. Trop bien. Comment ça s'est passé le rapport avec le public, la réception? J'ai eu 2 projections.
J'ai trouvé ça très agréable. Moi, j'adore parce que du coup, je me mets au fond de la salle et c'est très organique ce qui se passe pendant une projection, puis de le voir sur grand écran. J'ai trouvé que c'était très émouvant parce que c'est la toute première fois que je présentais à un public autre que les gens qui avaient travaillé dessus. C'est génial. Hein. C'est vraiment c'est ce qu'il y a de mieux. Et en même temps, les versions électroniques, enfin les éditions numériques, comme ce qui se passe avec l'autoprod du mois, c'est pas mal aussi parce que ça permet à des gens, en fait, ça permet de toucher un public beaucoup plus large. Alors certes, on n'a pas les conditions de la salle, mais on a quand même, moi là, j'ai reçu quelques messages de gens qui m'ont écrit en me disant j'ai vu le film, j'ai trouvé ça très bien. Moi, je trouve ça génial, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Donc, ça ouvre aussi, ça ouvre les portes aussi à un autre type de public qui, pour des raisons X ou Y financières ou même géographiques, ne serait pas au festival, je sais pas moi, au Texas ou au Festival. Enfin, voilà. Ok. On peut peut-être revenir éventuellement sur ton parcours et comment tu en es arrivé à faire ce film-là. Tu mentionnais dans la présentation du film que tu y étais venue parce que tu étais d'abord comédienne. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça naît l'envie de faire un film quand on est comédienne? Oui, alors moi je viens du jeu à la base. J'ai toujours eu envie d'écrire, je pense, sans forcément trop l'assumer. Et c'est pas mon premier court-métrage, j'en ai écrit d'autres avant qui étaient. En fait, l'écriture, c'est un métier aussi, et c'est surtout la scénarisation, c'est très particulier. Enfin, c'est un exercice de style. Et du coup, il y a eu, moi, pas des ratés, mais j'ai fait j'ai écrit plusieurs courts-métrages avant de commencer à comprendre comment ça se passait aussi et à m'améliorer tout simplement. Je pense que c'est né aussi de la frustration. Je me suis mise à écrire parce qu'en tant que comédienne, moi j'ai un profil, ce qu'on appelle ethnique, et je recevais aussi beaucoup. J'avais peu d'auditions, et les auditions que j'avais, c'était essentiellement pour jouer des rôles de prostituées ou de dealeuses. Okay. Donc, ambiance. C'est ça. Donc à un moment, je me suis dit, bon, je pense que j'avais envie non seulement d'écrire, j'ai envie qu'il y ait des histoires que j'avais envie de raconter, mais il y a aussi une envie d'écrire des archétypes qui sont différents. Et je pense que quand j'écris, c'est ce que je fais aussi. C'est de manière très consciente, écrire des archétypes à contre-emploi. Ok, d'accord. On nous pose une question dans le chat. Oui. On nous fait remarquer que le film est bien réalisé pour une œuvre de science-fiction autoproduite, qui est quand même un genre qui est difficile à aborder en autoproduction en particulier. Comment est-ce que tu as abordé le financement du film? Alors, le film, il a pris autant de temps. J'ai plus de 3 ans, 3 ans et demi, précisément à cause de ça. Alors, une chose aussi, c'est qu'en autoproduction, moi j'avais un budget mental à la base, je me suis dit, ok, ça va coûter tant, ça m'a coûté 3 fois le prix de ce que ça a coûté. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le faire, parce que le film, j'ai quand même tourné fin 2017. Et je n'avais pas l'argent, tout simplement, pour ne serait-ce que faire la post-prod. Enfin, je m'arrêtais, j'ai travaillé en intérim, et ce que je faisais, c'est que je travaillais, quand j'avais suffisamment d'argent dans la tournée, j'ai plus d'argent, j'ai retravaillé, puis après j'ai fait ma post-prod. Donc voilà, il y a une nécessité financière de base qui est que c'est mon argent à moi et que c'est l'argent que je gagnais. Voilà. Alors après, j'ai eu beaucoup de chance aussi là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, avec cette histoire de millefeuille, en étant en autoprod, l'avantage, c'est que c'est très difficile parce que vous n'avez rien de déductible. Enfin, pour le coup, là, tous les festivals auxquels j'inscris, c'est mes fonds propres et donc financièrement parlant, c'est compliqué. Et en même temps, ce que je constate, c'est que je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais c'est le fait d'être en autoproduction et peut-être le fait d'être sur un premier film. Je suis tombée sur des gens qui ont quand même voulu aider. D'accord. Je suis tombée qui ont voulu aider, je suis tombée sur des loueurs qui ont voulu aider. Moi, j'ai mon chef opérateur, Jean-Baptiste Vilches, qui travaille beaucoup avec RVZ. Et grâce à lui et grâce surtout à Evelyne Madaoui, RVZ, à qui je fais un coucou, parce que sans elle, ça aurait été très compliqué. J'ai eu accès à du matériel à une quantité de matériel astronomique à laquelle j'aurais jamais pu rêver. Voilà, enfin, donc c'est tombé sur des loueurs audio, des loueurs vidéo, sur des gens qui à chaque fois
on fait des prix, tout simplement. Enfin, j'ai jamais loué au prix du marché, et c'est pareil pour les décors, c'est pareil. Et puis personne n'était payé. Ouais, littéralement, c'est une autoproduction au sens où là, c'était tout le monde était bénévole sur le film. Donc, mais il y a aussi je pense qu'il faut être stratégique. Là, c'était un film de science-fiction. J'ai fait en sorte de, ce que je disais tout à l'heure, trouver des décors clés en main. J'avais pas d'argent pour des accessoires. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on a beaucoup cherché des décors et on a cherché des décors qui s'y prêtaient, qui étaient financièrement viables aussi. J'ai trouvé le hall d'une mairie que je trouve magnifique, qui était très futuriste. Quand j'ai appelé, on m'a proposé 3 000 € la matinée, c'était pas possible. Donc voilà, il y a aussi c'était une grosse recherche. Il y a aussi des décors que je pouvais purement et simplement pas m'offrir parce que il y a des gens qui sont pas disposés non plus à faire un décor entre guillemets. Et il y a d'autres gens qui voient ce que vous êtes en train de faire et qui s'adaptent et qui louent des décors en s'adaptant aussi au projet. Ah oui, donc c'est une question qui peut être intéressante. Justement, est-ce que le caractère du projet, le genre dans lequel il s'inscrit ou ce qu'il raconte a pu débloquer des choses à ce niveau-là? Ça, faut demander aux gens qui l'ont lu, enfin, aux responsables de décor ou alors, aux loueurs qui ont lu le projet. Ça, je ne sais pas. Mais je pense que moi, ce que j'ai fait, c'est que je présente mon film et je pense que oui, enfin, potentiellement oui, ça a pu toucher les gens en se disant ok, je vois que ça me parle. Après, moi, quand j'étais au stade du décor, enfin, les décors qu'on a loués, j'étais quand même à un stade très abouti de production, on va dire ça comme ça. Donc, vous arrivez aussi avec un dossier, les gens voient que c'est quand même, il y a du travail et que c'est sérieux et que c'est pas. Donc, ça donne envie. Je pense que plus vous donnez et plus les gens aussi voient que vous êtes motivés et ont envie de vous tendre la main. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, j'ai eu la chance aussi de tomber sur des gens qui se sont dit ok. C'est un film, c'est autoproduit, il y a de l'énergie derrière, donc je vais filer un coup de main. Mais c'est pas. Non, j'ai clairement pas loué au prix du marché, j'aurais jamais pu. Okay. On nous demande également ce qui t'a poussé à écrire et réaliser cette histoire spécifique. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent un peu au quotidien. Quand cette idée est venue là, je voyais qu'elle me plaisait et je voyais que j'arrivais assez spontanément à la développer. Et après, ça c'est la phase d'écriture. Moi à la base, voilà, j'écrivais, je réalisais pas. La réalisation c'est un autre métier et ça peut être très, quand on n'a jamais fait, c'est très impressionnant je pense. Ce qui m'a poussée à la réaliser par contre, c'était que je ne sentais pas de le lâcher. Vraiment, c'était impensable pour moi que ce soit quelqu'un d'autre qui la réalise et que je constatais aussi que j'avais des idées, que j'avais une vision aussi des choses. Enfin, mon casting, je l'ai fait toute seule. Enfin, je voyais, visuellement parlant, je voyais ce que ça m'inspirait. Et oui, je pense que c'est plus par rapport des choses que j'ai décidé de réaliser parce que je ne voulais pas lâcher ça. Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser donc aux autres projets dont tu nous parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu les abordes maintenant que tu as réalisé ce film-là? Est-ce que de la même manière, tu ne veux pas les lâcher et tu veux les réaliser toi-même ou est-ce que... Absolument. D'accord, ok. Non, celle-là, oui. Quand c'est pas de la commande, oui, c'est moi qui réalise. D'accord. Ouais. Faut vraiment, enfin, sinon, c'est pas la même démarche quand c'est une œuvre spontanée ou quand c'est de la commande. Je pense que c'est très différent. Et je pense qu'il y a peu d'auteurs qui font des œuvres spontanées qui me les donnent. En général, après, il y a des scénaristes qui sont aussi, c'est pas forcément vrai, il y a des scénaristes qui sont des très très bons scénaristes et qui font ça. Mais dans mon cas, moi, c'était, voilà, c'est impensable. Du coup, est-ce que c'est devenu un besoin d'une certaine manière? Est-ce que c'est Affirmative Action qui a été le déclencheur ou est-ce que... Je ne sais pas si c'est un besoin. Enfin, à ce stade-là, c'est plus que peut-être que Affirmative Action a juste, ça m'a permis d'assumer quelque chose dont j'avais envie et qui était là et dont j'avais pas eu l'opportunité de présenter. Enfin, je pense que c'est juste ça. Mais je pense que c'était là. Après, c'est un métier. Et j'apprends tous les jours. Moi, je continue à regarder énormément de choses. Enfin, moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais mon école de cinéma, c'est le film et les séries. J'en regarde beaucoup, j'en revois aussi beaucoup. Je revois beaucoup ce qui me plaît, plusieurs, et enfin, pas mal de fois. Donc, j'adore regarder le travail des gens, le travail des autres aussi. Donc,
c'est beaucoup de travail. La réalisation, on s'en rend compte quand on a un projet, c'est quand même de découper un film, de faire ça bien, ça prend du temps. Ça prend du temps et je pense que ça s'améliore aussi en faisant. Ok. Peut-être une dernière petite question vis-à-vis de la post-production. Donc tu nous disais tout à l'heure que tu t'es arrêté donc, aux différentes étapes de par les contraintes de l'autoproduction et les contraintes financières. Cette post-production, du coup, comment elle s'est passée? Est-ce que tu t'es dirigé vers des stations de post-production existantes, vers la post-prod? Comment ça se passe quand on est en autoproduction? Alors, quand on est en autoproduction, là, alors déjà, moi, la post-production, j'avais mis les mains dedans. C'était vraiment très opaque. Je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Le montage aussi, pour moi, c'était très... je ne connaissais pas, donc c'était très conceptuel. Je voyais ce que c'était, mais quand même que de loin. Ma première étape, c'était de trouver un monteur. On m'a recommandé, la post-lumière avec laquelle j'ai travaillé connaissait une monteuse qui, elle, avait un assistant qui s'appelle Jules Poudignac, qui a vu mon film, qui était potentiellement intéressé. On s'est rencontrés, ça s'est bien passé. On a décidé de travailler ensemble. Et ça s'est très très bien passé. Et c'est un monteur assez extraordinaire. Donc, on a fait le montage image. Et moi, derrière, ça s'est fait, c'est pareil, c'est un petit effet boule de neige. Il m'a recommandé, je cherchais derrière, il connaissait un étalonneur. Donc il m'a dit, moi je connais ce garçon-là qui travaille très bien. Il nous a mis en contact. Ça s'est très bien passé aussi, qui s'appelle Valentin Noyer-Chapuis, qui est pareil, avec qui a fait des couleurs du film. On a vraiment bien travaillé et ça s'est très bien passé. Et ils se sont un peu tous recommandés. Valentin m'a recommandé il m'a recommandé un mixeur. Okay. Voilà, Thibaut Macquart. Et la seule personne que je n'ai pas, pour laquelle j'ai eu plus de mal à trouver, c'était le monteur son. D'accord. Le monteur son, c'était plus compliqué. Ils se sont, voilà, c'était pas partie de la fameuse chaîne. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était de recommandation en recommandation à la fin de chaque processus. Oui, d'étape en étape. Exactement. Et pareil, le studio, c'est mon étalonneur qui nous l'a recommandé. D'accord. Ok. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Bah, écoute, merci donc d'être venu nous rendre visite en ces derniers moments où on peut se permettre de le faire pour parler de ton film et de cette première autoprod du mois. Et puis, est-ce qu'il y a des choses, des festivals auxquels ton film est sélectionné, quelque chose sur quoi tu voudrais qu'on termine cet entretien? J'ai 2 festivals, mais là, je n'ai pas le droit de les annoncer. Ils veulent d'abord les annoncer en premier. D'accord. Donc, je les laisse, c'est en novembre. Ils les annoncent et je fais mon annonce derrière. Donc, sur ton compte Instagram? Sur mon compte Instagram et sur la page Facebook du film. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien. Et puis, on espère vous retrouver nombreux pour l'autoprod du mois de novembre, dont vous pouvez déjà retrouver certaines informations sur notre site qui s'intitule donc Champ d'honneur. Voilà, merci à tous.